Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission. C'est une émission spéciale en ce mardi 29 avril 2025. Il est 19 heures passées de presque 10 minutes et ce soir je reçois Sandrine Voll qui est en grève de la faim depuis 9 jours maintenant contre l'ASE, contre ce système. Et donc elle va nous en parler dans un instant sur ce plateau. Nous allons revenir sur le parcours de Sandrine Voll et des raisons pour lesquelles elle est aujourd'hui en grève de la faim à Tence, dans le département de la Haute-Loire, face à la mairie de Tence. Donc elle va tout nous expliquer durant cet entretien exceptionnel, sachant que des ouvrages vont nous accompagner, notamment à ma gauche, Placement abusif d'enfants de Christine Serrada, Sylvie Simon et Claire Sévrac, La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40, à côté de Claude Couder, Mourir à 10 ans, notamment suivi de La tentation du suicide par le professeur Mazet, Être parent en temps de crise de Marie-Estelle Dupont, à côté de L'enfant de personne de Michael Seed, à ma droite, Laetitia Deschamps sur le désenfantement, à côté de Jean-Christophe Coubris au nom de toutes les victimes, de Serge Abad-Gaillardeau, franc-maçonnerie et politique, en dessous, La République du courage de Florent Montilleux et Claude Pernès. Et enfin, maître Virginie Desarrojo-Recas sur Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire. À titre personnel, je rappelle que je n'ai aucun lien d'intérêt, que ce soit avec Sandrine Voll comme avec l'ASE ou tout ce qui touche à la protection de l'enfance. Étant totalement indépendant intellectuellement et financièrement, je n'appartiens à aucune confrérie, loge, association ou mouvement quelconque. Je ne suis pas suicidaire, mon casier judiciaire est vierge et je rappelle que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Je salue les modérateurs qui auront beaucoup de travail parce qu'en réalité, YouTube a mis des mises à jour qui apparemment font que la censure serait revenue en masse. Donc faites très attention à ce que vous écrivez en commentaire, parlez le langage des oiseaux de préférence pour éviter que la chaîne saute et bien sûr que la vidéo saute. Donc merci de rester vigilant et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse dire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent pour cette invitation à la fois rapide et urgente, puisque je vous avoue qu'à titre personnel, je ne vous avais pas prévu dans mon agenda. Néanmoins, à circonstances exceptionnelles, émission exceptionnelle, puisque ce soir, donc, vous êtes avec nous pour nous parler de ce que vous vivez en ce moment, c'est-à-dire que vous avez entamé depuis le 21 avril dernier, lundi de la semaine dernière, plus précisément, une grève de la faim. Donc vous allez nous expliquer déjà pourquoi, et simplement le fait déjà que ce n'est pas la première fois que vous faites une grève de la faim également. Et ensuite, on va revenir donc sur votre parcours, sur qui vous êtes. Alors, je rappelle également à titre personnel qu'il y a environ un an, à la même époque quasiment, je commençais notamment les tables rondes sur la protection de l'enfance et que je vous avais convié. Vous aviez été parmi les personnes qu'on m'avait recommandées, qu'on m'avait proposées, mais vous ne souhaitiez pas participer, en tout cas vous n'étiez pas suffisamment disposé. À chaque table ronde, je mettais un avocat et il est vrai que vous avez pu être déçu parfois du monde de la justice sous toutes ses formes, sans citer quelqu'un, mais sans citer quelques personnes, mais en tout cas voilà. Le domaine de la justice vous avez suffisamment déplu et j'allais dire presque trahi, voire plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez engagé comme démarche administrative, c'est un appel à l'aide que vous avez lancé avec cette grève de la faim. Donc je vous laisse désormais la parole. À titre indicatif, pouvez-vous présenter vos liens d'intérêt potentiels si vous faites partie d'associations ou si vous êtes dans un groupe quelconque, et ensuite je vous laisse vous présenter. Non, je fais pas partie de quelque association que ce soit, ni aucun groupe. Donc je m'appelle Sandrine Voll. Donc aujourd'hui, je suis au 9e jour de la grève de la faim, parce que
je me suis vue enlever mes prestations sociales et en mai 2022. Et du coup, j'essaye de les récupérer, ce qui a quand même conduit à la perte de mon logement. Et aujourd'hui, voilà, je n'ai pas les moyens financiers pour pouvoir subvenir à mes besoins sans ces prestations sociales. Je vais revenir sur mon parcours afin qu'on comprenne pourquoi j'en arrive à cette grève de la faim, puisque c'est un long parcours qui dure bientôt depuis 7 ans. Donc, le 3 juillet 2018, il y a 2 gendarmes et 3 éducatrices qui viennent enlever ma fille. Donc, je demande pourquoi. On me tend l'ordonnance et je demande des explications orales puisque je suis aussi en train de voir ma fille pleurer. Elle comprend ce qui se passe. Donc, je demande je peux pas élire l'ordonnance et soutenir ma fille qui pleure, qui s'accroche à son chien, au canapé. Enfin, bref. Et du coup, donc il y a une éducatrice qui prend Marine et donc le gendarme qui lit l'ordonnance. On me demande d'aller chercher des affaires, donc je vais chercher des affaires. En attendant, le gendarme lit l'ordonnance et là, il sait pas m'expliquer vraiment pourquoi, parce que lui-même il me dit qu'il comprend pas vraiment l'ordonnance. Donc je me mets à lire l'ordonnance. Et là, ce que je lis, c'est effrayant. Je suis pas ni violente, ni maltraitante, ni, enfin, j'ai un casier, enfin, judiciaire vierge. Je sais pas ce qu'on me reproche. Je comprends pas vraiment ce qu'on me reproche. En tout cas, ce que je lis, c'est ce que le gendarme me dit. C'est moi, ce que je comprends, c'est une fusion, quoi. Donc, en tout cas, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Les éducateurs, les 3 éducateurs, voilà, veulent emmener Marine le plus rapidement possible. Ce qui n'est pas chose facile. Arriver dans la rue, pareil. Elle se met à crier, elle hurle. Donc, c'était le 3 juillet, il y avait beaucoup de monde dans les rues, donc ça fait un attroupement devant la rue. Bon, enfin bref, je la rassure le plus possible et lui dis que je l'aime et que je vais la sortir le plus rapidement possible de là, parce que je ne comprends pas. Et en tout cas, je vais pas la laisser sans sa maman, et que moi, je serai toujours là pour la protéger. Et en tout cas, je vais tout faire pour essayer de la sortir de là le plus rapidement possible. Voilà, donc après, on a droit à des visites médiatisées de 1 heure tous les 15 jours. Enfin, d'abord, pour revenir, donc on a une audience le 18 juillet 2018. Donc 15 jours après, comme c'est prévu, devant la juge des enfants. Donc là, le gendarme, il vient me voir et il me dit: ce que vous faites, c'est que vous faites tout le contradictoire de tout ce qui vous est reproché et vous apportez le plus de preuves possible. Donc, j'ai 15 jours pour apporter ce contradictoire. Et donc, je vais voir tous les gens. Déjà, on me reproche de ne pas tourner ma fille vers l'extérieur. Donc, je vais voir la directrice de l'école de musique, puisqu'elle fait un cursus musical, la prof de guitare, la prof de chorale, enfin tous les profs. Elle faisait du cirque, donc je vais voir aussi le cirque. Ils me font tous une attestation sans problème. Entre-temps, il y a les gens du village qui étaient extrêmement choqués, qui ont monté une association. En tout cas, j'arrive avec 50 attestations et on a contredit l'ordonnance en expliquant que c'était pas possible, etc. Arrivé le 18 juillet devant la juge des enfants, cette juge me dit qu'elle ne peut pas prendre mon contradictoire puisque je ne l'ai pas envoyé à toutes les parties adverses. Alors que quelques jours avant, j'étais allée voir mon avocate et donc c'était son travail. Je lui avais demandé de le faire. Mon avocate s'excuse en disant: mais moi je croyais que c'était juste au JAF qu'on envoyait le contradictoire. Enfin bon. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que cette juge des enfants, Anne-Cécile Guignard, qui aujourd'hui n'est plus juge, puisque elle a été, il y a un arrêt de la cour d'appel de Riom qui l'interdit aujourd'hui d'être juge des enfants, a fait du faux en écriture en m'accusant d'avoir déscolarisé mon enfant, en m'accusant qu'elle n'était pas tournée vers l'extérieur, tout ça pour expliquer d'une fusion. J'arrive, elle refuse mon contradictoire alors qu'elle fait du faux en écriture, et en plus, il n'y a pas de greffière, donc ce qui est complètement interdit. Bon, en tout cas, elle m'entend pas. Elle maintient le placement pour 1 an. Donc, à la suite de ça, on a des visites médiatisées de 1 heure à la ZEU, donc dans une pièce de 10 mètres carrés avec 2 éducateurs qui nous surveillent. Et j'essaye d'avoir des conversations téléphoniques que j'arrive à obtenir difficilement tous les jeudis soirs. Donc, ma fille, elle veut rentrer. Voilà, elle veut rentrer. En plus, elle est placée à 7 km de chez moi, puisqu'elle est placée au foyer Mazel, au Chambon-sur-Lignon. Donc, elle regarde même sur Internet comment on peut rentrer dans l'appartement. Enfin bref, elle veut rentrer, elle pleure, elle veut rentrer à chaque fois.
Je l'aurai le 12 décembre, j'aurai un dernier appel avec elle et elle pleure, elle veut rentrer, elle me dit maman, sors-moi de là, s'il te plaît, sauve-moi, sauve-moi. L'éducatrice raccroche. Et le 19 décembre, il y a la responsable de l'ASE, donc Madame Seki, elle a aussi, qui n'a pas de numéro ADELI en son vrai nom, donc elle travaille illégalement pour le département, puisqu'en fait, elle s'appelle Madame Miramont. Et donc, elle m'appelle pour me dire que la visite médiatisée prévue le 20 décembre, donc la veille, moi, le 20 décembre, c'est quand même juste avant Noël, donc autant vous dire que j'avais vraiment envie de voir ma fille, sera annulée. Et non seulement la visite médiatisée sera annulée, mais en plus j'aurai plus le droit de voir ma fille, d'écrire à ma fille de l'appeler ou de lui envoyer ses cadeaux pour son anniversaire ou pour Noël. Voilà. Tout ça, il faut quand même la responsable de l'ASE qui quand même fait un rapport d'une visite médiatisée le 10 octobre, disant qu'il faut que il faut que j'arrête de chuchoter des mots d'amour à ma fille, de faire trop de câlins et d'obliger. Il faut que je m'oblige à jouer avec les éducateurs sous peine de voir mon temps de visite réduit. Voilà, le 10 octobre, ce qu'elle fait comme rapport, comme attestation. Alors Sandrine, je vous propose, parce que je sais que vous avez besoin de beaucoup parler, etc., et c'est tout à fait normal. Ça fait beaucoup de déluge d'informations d'un coup, donc on va reprendre étape par étape. Déjà, je remercie le public d'être présent. Je les invite à diffuser l'émission parce qu'elle est vraiment spéciale, sachant qu'il y a eu un article de presse qui est sorti et on va dire que ce qui m'a motivé entre autres à vous contacter, c'est d'une part la vidéo que vous avez publiée sur Facebook, qui a fait apparemment plus de 100 000 vues. Ensuite, donc je l'ai regardée avant-hier, elle dure 16 minutes. Ensuite, parce que beaucoup de gens, dont ceux qui sont dans le public, m'ont parlé de vous. Et le problème, c'est qu'en ce moment, en matière de protection de l'enfance, s'il fallait prendre que ce sujet, ça pète dans tous les sens. Et je voudrais rappeler au public que je ne suis pas le seul à faire des émissions sur YouTube. Donc j'invite aussi à contacter mes confrères. C'est-à-dire que entre le conflit en Ukraine, le conflit israélo-palestinien et la destruction de la France, il devrait y avoir une petite place, je pense, pour nos chers enfants. En tout cas, j'espère. Donc, de ce fait, à travers vous, Sandrine, j'aimerais aussi avoir une pensée spéciale pour Méziane, ce jeune homme de 14 ans qui s'est suicidé à Bergerac, à 80 km de chez moi, la semaine dernière. J'ai une pensée pour sa mère Blandine que j'ai eu au téléphone. Et on est en pourparlers pour faire une émission la semaine prochaine, sachant que, pour revenir à vous, il y a plusieurs choses, moi, qui m'interrogent. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fusion? Parce que j'entends souvent ce terme dans les reproches qui sont faits aux parents. Alors ça veut dire que trop aimer son enfant, comme dit Christine Serrada, c'est pas bien. Mais trop aimer, ça veut dire quoi? Comment ça se juge? Est-ce qu'il faut avoir des voisins qui dénoncent le parent? Moi, ce que je voudrais également comprendre, c'est que fait le père? Parce que on n'entend jamais parler du père dans l'histoire. Le père de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Où est-ce qu'il est? Comment ça se fait qu'il s'est pas montré? Donc j'aimerais qu'avant 2018, on fasse un petit point sur comment était votre vie avant 2018. Parce que depuis 7 ans, c'est un calvaire, ça je l'ai bien compris, mais c'est pas arrivé du lundi au mardi comme ça par hasard. Sans vouloir être dans l'ingérence, parce que je ne suis pas closer et Paris Match, je ne suis pas Mimi Marchand, ça m'intéresse pas. Par contre, ce que j'aimerais comprendre, c'est déjà la situation familiale d'ensemble, le métier des parents, etc., etc. Alors, avec le papa, il voulait à tout prix un enfant, et alors aussi fou que ça puisse paraître, quand je tombe enceinte, du coup, il veut plus qu'on soit ensemble. Après, donc j'ai ma fille Marine toute seule. En tout cas, on est à quelques kilomètres, on n'habite pas très loin. Il vient la voir quand il veut, il l'emmène quand il veut. Il n'y a pas du tout de restriction sur l'avenue du papa. En tout cas, moi, je suis toujours autant amoureuse de lui, et je me dis que c'est pas possible. Je voudrais quand même dire que j'ai très peu parlé du papa dans mes vidéos et d'ailleurs régulièrement. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Il vient de l'ADAS, donc il vient de tous ses placements. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à se construire affectivement, et je l'entends et je le comprends totalement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a eu peur de l'avenue de sa fille. C'est quelqu'un qui l'aime d'une certaine façon, alors pas forcément comme on aurait la vision normale de le faire. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Excusez-moi, Sandrine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aimer d'une certaine façon? Parce que
De ce que les services sociaux ont pu après Mais, le enfin, retransmettre. moi, je connais pas le père, donc je ne fais que poser des questions, mais Voilà. est-ce qu'il était maltraitant? Est-ce qu'il y a eu des violences? Ou est-ce que, Non, il était pas maltraitant. En fait, ça se passait ça se passait relativement bien. Le fait que voilà, il vienne chercher Marine quand il voulait. À un moment donné, sa mère adoptive est décédée et du coup, pour lui, il voulait voir Marine faire une garde partagée. Le problème, c'est que moi, j'avais déménagé en Haute-Loire, je m'étais rapprochée de ma famille en Haute-Loire, et du coup, j'avais pas l'intention de redescendre dans la Drôme. Et donc, je lui ai dit, si tu veux, on peut faire la garde partagée, mais c'est à toi de déménager. Moi, je ne redescendrai pas parce que, voilà, j'avais vraiment envie de mettre un terme à cette relation pour des raisons personnelles. Voilà. Et donc, c'était plus facile ce déménagement et de mettre un petit peu de distance. Mais ça n'empêchait pas que ce papa pouvait voir Marine quand il le souhaitait. En tout cas, suite à ça, Marine, elle était au CMPP à Saint-Agrève. Et du coup, ils ont vu des comportements, le CMPP, qui étaient un petit peu particuliers. alors le Donc, CNPP, c'est quoi exactement? le CMPP, c'est un centre médico... Enfin, elle allait voir une psychologue et une psychomotricienne. D'accord. Voilà. Et donc, de là, ils ont essayé de rencontrer le papa pour essayer de faire que cette relation, d'essayer justement de donner une chance à ce papa et à Marine d'avoir une meilleure compréhension l'un et l'autre. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ce que je pense de ce papa, c'est qu'il a du mal à exprimer ses sentiments et Marine avait du coup du mal à les comprendre. Voilà, ce qui faisait qu'ils n'arrivaient pas forcément à rentrer en contact sereinement ensemble. Voilà, pour faire court. D'accord. Et de là, il y a eu une mesure d'AEMO, donc une éducatrice qui est venue, une éducatrice de la Haute-Loire qui est venue, et donc il y avait une EMO dans la Drôme. La EMO dans la Drôme ne pouvait pas se faire puisque lui, il avait sa fille un week-end sur deux, la moitié des vacances, et donc apparemment, elle avait elle pouvait pas venir puisqu'elle prenait les vacances quand c'était les vacances scolaires et les week-ends, elle travaillait pas. Donc en tout cas, il y a cette mesure d'AEMO, cette Natacha Minck, qui vient voir Marine en Haute-Loire et du coup, qui va voir ce papa. Et c'est elle qui fera un rapport, alors qu'elle m'a rencontré qu'une seule fois et qu'elle a rencontré qu'une seule fois Marine, et qui fera un rapport pour dire que c'est à cause de moi si ma fille ne peut pas avoir une relation sereine avec son papa parce que je l'aime trop, je suis trop fusionnelle avec elle. Voilà. Et Alors, donc, c'est là que je repose ma question. Ça veut dire quoi au quotidien, une mère qui aime trop son enfant? Parce que, alors, désolé de le dire comme ça, mais euh, moi je parle de l'extérieur, mais souvent on a entendu des affaires d'inceste ou ce genre de choses, mais j'imagine que c'est pas comme ça que l'ASE voit les choses. non, c'est justement, là j'ai une phrase, l'isolement maternel est de plus en plus marqué et Marine est sous une emprise de plus en plus forte de sa mère, rompant progressivement tout lien avec autrui, son père, l'extérieur, qui sont vécus comme des ennemis. Voilà ce qu'elle a marqué la juge Anne-Cécile Guignard. Donc moi j'ai Donc en gros, répondu, si je comprends bien, vous aimez tellement votre fille que d'après l'ASE, en gros, vous la confinez chez vous sans qu'elle puisse avoir contact à l'extérieur. exactement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et à votre avis, enfin, qui a pu juger sur pièce? Il y a bien eu des dénonciations, ils sont Non, pas arrivés mais comme c'est ça. cette éducatrice, Natacha Minck, Ah, c'est et l'éducatrice, le d'accord. Hémo, voilà, qui Ok. nous a rencontrés qu'une seule fois et qui peut faire un constat pareil, quoi. Voilà. D'accord. Alors que Marine, je vous ai expliqué, hein, que Marine, elle fait un cursus musical, enfin, voilà, même elle va à la Montpellier, Elle avait quel âge en 2018? elle avait 10 ans. 10 ans. Donc elle est née en 2008. Donc aujourd'hui, elle a 17 ans. Oui, D'accord. elle est née en 2007, le 2007. 30 décembre, donc bon. Ouais, d'accord. 30 décembre 2007. D'accord. Et donc, cette éducatrice en question fait un signalement en disant que vous êtes trop fusionnel et que de ce fait, eh bien, Marie n'est pas assez tournée vers l'extérieur, alors quand même, elle fait un parcours musical et du cirque. C'est pas des métiers de bureau, j'allais dire, où on est isolé dans son coin. Non, Donc, non, non. de ce fait, comment, j'allais dire, avec le recul, est-ce que cette éducatrice, sur quoi elle s'est basée? Est-ce que c'est l'institution qui, pour vous, mandate ces placements-là, ou est-ce que les voisins, parce que justement, enfin, sans faire une enquête policière, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de comprendre le parcours du père, donc déjà qui est issu de la DAS, donc c'est pas anodin comme information. Vous, votre parcours, il est comment? Il est classique ou est-ce qu'il y a eu aussi des difficultés?
Non, oui, mon parcours, il est pas classique, mais ce qui est assez fou quand même, c'est que moi, j'ai subi des sévices sexuels pour lesquels j'ai porté plainte. Donc ça a été classé sans suite, et donc on a estimé que je m'étais jamais reconstruite de ça. Voilà. Donc du coup, c'est marqué comme quoi je m'étais jamais reconstruite de ce que j'avais vécu. Donc du coup, je pourrais induire à ma fille le fait de ne pas aimer les hommes. Voilà. En gros, vos passifs personnels sont, entre guillemets, un handicap ou en tout cas l'encouragement à des comportements qui seraient de nature à mettre votre enfant par précaution à l'ASE, famille d'accueil, parce que vous seriez potentiellement dangereux, si j'ai bien compris. Ben, en tout cas, ce que j'aurais peur des autres, quoi. Voilà. Donc, en fait, ce qui est classé sans suite, ce que la justice reconnaît pas comme victime, par contre, elle m'accuse de m'être jamais reconstruit de ça et donc de placer mon enfant grâce à ça, quoi. Alors Voilà. pardon de vous demander ça, parce que bon, encore une fois, sans vouloir être indiscret, mais ces sévices que vous avez subis, c'était dans votre enfance ou ça a été Oui. et comment se fait-il que ça n'a pas été reconnu par la justice? Ça a été un long cheminement, j'imagine. Oui, ça n'a pas. Alors là, c'était dingue parce que le gendarme qui a pris, donc il y a eu une garde à vue, etc. Je vais pas rentrer dans les détails de ma Non, vie non, non, bien personnelle sûr, non bien plus. sûr. Il y a eu une garde à vue qui a été quand même assez longue, 48 heures, et donc il y a eu quand même des détails incroyables sur tout ce que voilà, tout ce que j'ai pu Ouais, subir. ce que Et j'ai du vu. coup, donc le gendarme m'a dit, mais pour moi, c'est bon, le procureur ne classera pas sans suite. Et puis, aussi fou que ça puisse paraître, ça a été classé sans suite. Bon, bref, D'accord. voilà. Mais bon, moi, ça m'a pas empêché j'ai donc beaucoup voyagé par la suite. J'ai énormément voyagé. J'avais vraiment besoin de voyager, d'aller vers les autres, de me faire accepter hors mon milieu que je connaissais et voilà, savoir qui j'étais, vraiment qui étaient les autres en qui je pouvais avoir confiance, est-ce que je pouvais faire confiance aux gens facilement, etc., et me faire accepter facilement. Et donc du coup, j'ai énormément voyagé et je me suis très très bien reconstruite grâce à tous ces voyages, quoi. Alors, avant de revenir sur les dernières années concernant le placement de Marine, Oui, juste un petit détail parce que bon, les acronymes en France, on adore ça, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc, on a le CMPP, c'est le fameux centre médical, etc. Rappelez-nous ce que c'est que la mesure donc de l'AEMO, parce que c'est là où tout a démarré avec cette éducatrice ouais. qui a décidé du placement de manière arbitraire, en tout cas Oui, d'après vous. L'AEMO, ça veut dire quoi c'est concrètement? donc je sais plus ce que le A veut dire, mais c'est en milieu ouvert. Enfin en fait Accompagnement? c'est une enquête en milieu ouvert, AEMO. Je sais plus exactement ce que ça veut dire. Enfin, c'est une éducatrice, une association, enfin voilà, qui vient et qui. C'est l'action éducative en milieu ouvert. Oui, c'est peut-être C'est une ça. Oui. mesure, voilà, Regardez. mesure mise en place en France dans le cadre de l'éducation spécialisée. C'est une mesure judiciaire civile au bénéfice d'un ou de plusieurs enfants d'une même famille qui consiste en l'intervention à domicile d'un travailleur social pour une durée variable. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, votre profession à l'origine, c'était quoi? Moi, je suis coiffeuse D'accord? et aujourd'hui, je suis femme de ménage. Ouais. D'accord. Et monsieur, c'est quoi? Il est intérimaire. D'accord. Donc là où justement le public pose des questions là-dessus, c'est alors, cette éducatrice a dénoncé, mais en fait, encore une fois, pour bien comprendre, pour pas dire de Oui, bêtises par la suite, c'est cette personne, cette éducatrice qui vient chez vous et qui décide que, mais avant qu'elle vienne chez vous, elle a bien reçu un signalement auparavant. Elle n'est pas venue oui, comme du ça chez vous. CNPP, c'est ce que je vous dis. C'est parti Donc, du ouais, ouais, CNPP qui a d'accord. Donc, rencontré, voilà, c'est l'assistante sociale du CNPP qui a rencontré le papa, qui a essayé de discuter avec lui. Et du coup, elle est rentrée en contact avec l'assistante sociale de secteur de là où j'habite, etc. Et c'est parti de là, en fait. d'accord. Ok. Ouais, donc ça a été un effet domino, quoi. Voilà, exactement. Alors, donc ce fameux 3 juillet 2018, c'est Oui, ça? oui, Donc Marine est emmenée, euh, enlevé, oui. enlevée, oui, Oui. enlevée par éducatrice gendarme. Alors dans la vidéo, je me rappelle plus combien vous avez dit, il y avait tant d'éducateurs, tant de Trois, gendarmes. trois éducateurs et deux gendarmes, oui. D'accord. Donc limite, on aurait cru à une perquisition, ça aurait pas été très différent.
15 jours après, première audience. Donc là, qu'est-ce qui se décide concrètement à cette Eh première bien, audience? elle décide de placer Marine pour 1 an. D'accord? Placement pendant 1 an de Marine. Donc là, à ce moment-là, Marine a 10 ans, d'accord? Oui, oui. Sachant que il faut rappeler aussi par la suite que déjà il y a beaucoup de choses là qui s'enchaînent d'un coup. Donc vous, votre situation, j'allais dire votre façon de vivre à ce moment-là est complètement perturbée. Alors je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là au début de l'émission, que c'est une sorte de dénonciation, enfin d'enlèvement pour fusion. Donc c'est le terme qui est employé, fusion entre la mère et la fille, et donc comme si vous aviez empêché votre fille d'être tournée vers l'extérieur, alors que en même temps, entre guillemets, elle poursuit un cursus musical et elle fait du cirque. Donc c'est Oui. pas les milieux les plus introvertis qui existent. Voilà. Non. Donc de ce fait, après ce placement pendant 1 an, donc là on est entre 2018 et 2019. Là, Ah qu'est-ce mais qui du se passe coup, pendant cette alors là, période? mais déjà, on n'arrive même pas à 1 an. C'est ce que je vous expliquais, c'est que 6 mois, 6 mois après, donc le 12 décembre, j'ai Marine au téléphone, et donc le 19 décembre, j'ai cette responsable, Madame Seki, qui n'a pas de numéro Adélie, hein, qui travaille légalement pour le département. C'est important parce que moi, j'en ai un petit peu Numéro marre. Adélie, c'est ça? Oui, numéro Adélie, ouais. C'est en fait, moi, j'ai appelé l'agence régionale de santé, et donc quand on est assistante sociale ou quand on travaille en infirmière, enfin bref, on doit être obligé d'être inscrite sur ce numéro, d'avoir un numéro C'est ADELI une forme instantané. Voilà, d'immatriculation pour voilà, exercer en tant qu'assistante sociale. D'accord. c'est ça, exactement. Et donc, un jour avant, la veille avant la visite médiatisée, le 20 décembre, elle me dit que je ne verrai plus ma fille et que je pourrais ni la voir, ni l'appeler, ni lui envoyer des courriers, ni lui amener ses cadeaux pour Noël, ni pour son anniversaire. Voilà, je n'aurai plus aucun contact pendant 3 mois. Et elle vous dit Donc, pourquoi? non, non, elle me dit pas pourquoi. Donc en Voilà. fait, on vous enlève votre fille, vous la voyez pas pendant plusieurs mois, et en fait, on vous dit après, bah vous la verrez plus du tout. Voilà, Oui. jusqu'à ses 18 ans, on vous a précisé quelque Non, non, chose ou non, rien? pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on me dit. Pendant 3 mois. D'accord, Voilà. de manière arbitraire. Alors comment vous avez réagi à ce moment-là? Eh ben, j'ai fait une grève de la faim. D'accord. C'est là où je suis allée faire la grève de la faim au Puy-en-Velay, où j'ai décidé d'attendre que le président départemental vienne à ma rencontre, puisque j'ai compris que quand la juge confie un enfant, place un enfant, elle le confie au département. Donc c'est au président départemental de prendre soin de l'enfant. Donc moi je me suis dit, mais si je rencontre le président départemental qui révise le dossier, forcément ce monsieur il fait poids et il va pouvoir me rendre ma fille. Donc je fais la grève de la faim. Faut savoir quand même que dans mon dossier, il y a quand même une association qui s'appelle Pour le bonheur de Marine, c'est-à-dire tous mes voisins, voilà, qui étaient autour, qui ont été outrés, des gens du village qui se sont rassemblés. Il y a l'association des adhérents, je crois qu'à un moment donné, on est arrivé à 300 adhérents quand même. Bon, après, il y a quand même que 15 personnes qui sont les plus voilà, qui m'ont accompagné à chacun de mes rendez-vous, mais à chacun de mes rendez-vous, avec l'ASE, avec les éducateurs du foyer, avec le chef du foyer, avec le directeur, parce que j'ai eu affaire à tout le monde, hein, voilà, où on a demandé pourquoi Marine était placée. C'est pas possible pour une fusion. Pour nous, c'était incompréhensible. En quoi je suis maltraitante et qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mon enfant? C'est ce qui est écrit dans le livre de Christine Serrada que je salue parce que j'avais voulu l'inviter une fois mais elle n'était pas disponible. Savez-vous que votre enfant peut vous être enlevé parce que vous l'aimez trop, parce que vous êtes en conflit avec votre conjoint, victime de violence ou simplement parce qu'un motif aura été trouvé par les services sociaux? 4 lignes qui résument parfaitement, malheureusement, une des situations, dont la vôtre. Donc, vous aimez trop votre enfant, on vous fait comprendre que l'enfant appartient à l'État, il appartient pas à ses parents, et donc c'est l'État qui est chargé. L'éducation nationale, hein, c'est pas un terme pris au hasard. Donc là, votre fille, Marine, vous n'avez qu'une seule fille, vous n'avez pas Oui, d'autres oui. enfants, Non, non. d'accord? Président du conseil départemental du Puy-en-Velay, donc là, on est vers 2019-2020. Cette grève de la faim dure combien de temps et pour quelle suite ensuite? On est en décembre 2018, et donc cette D'accord? grève de la faim dure 10 jours, puisque on a essayé, hein, le préfet, les gens du préfet
essayé de me convaincre d'arrêter. On m'a même inventé, les gendarmes qui m'ont dit, on a la réponse à votre plainte par rapport à la plainte contre cette responsable administrative, pas cette responsable administrative, c'est Madame Seki, la responsable de l'ASE, là, qui n'a pas de numéro ADELI. On m'a dit, si vous venez pas à la gendarmerie, on pourra pas vous donner votre réponse de la plainte. Et enfin, on a essayé de me faire bouger. Moi, en tout cas, il y a même la directrice de l'ASE qui est venue me voir. Moi, j'ai dit, tant que j'ai pas rencontré le président départemental, je ne bougerai pas d'ici. Je veux le rencontrer. Je veux avoir un entretien avec lui. Donc, au bout d'un moment, quand même, il s'est déplacé. Et donc, ce monsieur, il a regardé tous les gens qui y avaient autour de moi. Il a dit, sa réflexion était que il y avait quand même du beau monde autour de moi, qui connaissait des personnes et que ces personnes étaient respectables. Donc, de ce fait, il allait regarder ma situation. Et donc, nous, on croyait qu'on avait gagné. Enfin bref, on a vraiment cru en ses paroles. Et ce monsieur me laissera un message sur mon répondeur en me disant que, il a téléphoné à la juge des enfants, Anne-Cécile Guignard, et qu'il est à 2 doigts de porter plainte contre elle parce que tellement elle a failli l'insulter, tellement c'était pas à lui de s'occuper de cette situation. Donc il m'a dit, moi personnellement, j'en ferai pas plus, Madame Vol. Voilà. Donc en fait, on est revenu à la caisse départ, on n'a pas avancé, et j'avais toujours pas le droit de voir ma fille. Au bout de 3 mois de suspension, cette responsable de l'ASE me contacte, prend rendez-vous avec moi. Et du coup, on discute, et toujours accompagnée de tierces personnes. Je demande quand c'est que je vais pouvoir revoir ma fille. Elle me dit, vous pourrez revoir votre fille quand moi je déciderai, quand je ferai un rapport à la juge pour que vous puissiez la revoir. Donc je lui dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous puissiez faire un rapport, pour que je puisse revoir mon enfant? Et du coup, elle me dit, il faut que votre attitude change, Madame Vol. Il faut que vous soyez moins fusionnelle. Il faut que votre fille, elle est dans le foyer et elle vous réclame. Elle fait que ça, vous réclamez tout le temps. Et ça, ce n'est pas normal. Est-ce que vous avez demandé à cette personne si elle-même avait des enfants? Non, je n'ai pas demandé à cette personne. Souvent, vous savez, sans trop extrapoler, mais nous avons un personnel politique, sans faire de discrimination quelconque, mais pour la plupart qui n'ont pas d'enfants et qui ont une orientation sexuelle qui ne leur permettent pas d'avoir d'enfants naturellement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et ce sont, j'allais dire, ces mêmes personnes qui ont créé les lois les plus incroyablement discriminatoires pour des personnes qui peuvent concevoir des enfants. Et donc, de ce fait, on voit aussi qu'il y a un système derrière, et j'aurais pu sortir un autre bouquin qui s'appelle La Mafia d'État de Vincent Jauvert. Et là, on se rend compte que ce sont des gens qui n'ont aucun affect. Alors, ce soir, je parle pour tout public, parce que souvent, certains dans les commentaires me disent « On connaît le fonctionnement de l'ASE ». Oui, mais non. Tout le monde ne connaît pas le fonctionnement de l'ASE. La preuve, j'ai reçu Céline Hermand il n'y a pas très longtemps qui croyait naïvement que l'ASE, c'est un peu comme l'État, il voulait notre bien. Et on se rend compte que non, parce qu'en réalité, l'ASE, c'est l'antichambre de tous les trafics possibles. Et il faut avoir, j'allais dire, lu des ouvrages, il faut limite avoir vécu la chose, malheureusement, pour s'en rendre compte. Et donc, vous êtes un des nombreux exemples flagrants que pour n'importe quelle raison, n'importe quelle menace d'après le système, on peut vous prendre votre enfant comme ça de manière arbitraire et arriver presque à 6 heures du matin comme une perquisition, sauf que c'est pas pour prendre des biens ou vérifier quelque chose, c'est pour prendre des gens. Et là, c'est plus la même chose, sachant que l'enfant ensuite est complètement détruit, mentalement, psychologiquement et peut-être même physiquement suivant les situations. Et moi, la question que je me pose, et ensuite on reviendra sur la chronologie des faits, est-ce que vous avez eu connaissance peut-être de certaines choses qu'aurait pu subir Marine à l'ASE ou en famille d'accueil, sachant que vous-même, vous avez un passif déjà assez lourd sur certains points, puisque malheureusement, c'est une des choses les plus terribles qui peut arriver dans ce genre d'institution. Je ne veux pas répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, Marine ne veut plus parler de elle ne veut plus penser à ça. Voilà, ne veut plus en parler du tout. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, moi, suite à mes vidéos, puisque j'ai fait des vidéos assez rapidement, parce que je pensais que j'étais isolée, en fait, je pensais que j'étais toute seule et que c'était, même nous tous, on pensait, puisque toute l'association et tous les adhérents, on faisait des concerts, ça a fait venir beaucoup de monde, on explique, tout le monde était choqué, vraiment, dans le village, ça a fait beaucoup de bruit, cette histoire. Et voilà, on pensait que c'était pas possible. Et quand j'ai fait des vidéos et que j'ai vu le nombre de commentaires, moi aussi, je vis la même chose, moi aussi, je vis la même chose. J'ai fait
contact avec ces parents, je suis allée à leur rencontre, j'ai lu leurs ordonnances, mais c'est quand même incroyable. Moi, je pensais pas que c'était possible. C'est pour moi. La problématique, Sandrine, c'est que malheureusement, à titre personnel, je peux pas faire des émissions tous les jours sur le sujet avec toutes les victimes, sinon je ferai une chaîne spéciale et Ouais. je peux pas me dédoubler. Je suis pas clonable ou holomogrammable, si je puis dire. En tout cas, je salue bien sûr Karine Trapp qui nous regarde, qui commente dans le chat, ou encore Jean-Philippe Labresse qui est le médecin qui vous a accompagné aussi, ou encore Lucie Coutré et Hélène Lombard et tous les autres, tous ceux que j'ai pu recevoir sur la chaîne et que je recevrai prochainement. À travers vous ce soir, c'est aussi encore une fois un problème institutionnel. C'est-à-dire qu'on parle souvent maintenant de crime institutionnel, et comme disait Pierre Barnarias, c'est un oxymore. C'est-à-dire qu'une institution n'est pas censée être plus coupable que les coupables. Et on voit qu'en fait, c'est normalisé. Et donc, le but ce soir, au-delà de votre grève de la faim, qui j'espère s'arrêtera dès que possible, c'est surtout un appel aux autorités et aux institutions. Alors, je vous cacherai pas qu'à titre personnel, j'attends de voir ce qui va se passer, mais en tout cas que ça fasse réagir l'opinion, parce que c'est aussi au peuple de se bouger. Parce que c'est bien beau de se bouger pour des causes extérieures, voire même mondiales, mais en France, voilà, on a des mères de famille qui font des grèves de la faim parce que leur enfant a été enlevé pour des raisons qui sont fallacieuses. Une fusion, j'allais dire, si on serre son enfant dans ses bras, c'est pas une fusion. Le problème, c'est comment doser, comment se mettre à la place des gens qui décident ce genre de choses. Moi, je suis pas spécialiste, je suis pas psychiatre ou psychologue, mais on voit que il y a un business qui est derrière. Oui, Et tout à je fait. sais, d'après votre vidéo, que vous avez travaillé sur d'autres dossiers, je crois 350 dans mes souvenirs. Donc, je voudrais qu'on fasse une petite incise, une petite parenthèse sur ça, puisque vous-même, au-delà de votre cas personnel, vous connaissez déjà de nombreuses familles concernées et le business, le fric qui va avec. Parce que s'il n'y avait pas une question d'argent, on n'aurait pas tous ces problèmes. Ça paraît Exactement. évident. Donc, Oui. expliquez-nous un petit peu ce que vous avez découvert dans tous ces dossiers. Et ben dans tous ces dossiers, j'ai découvert que souvent c'était des parents isolés, des parents qui avaient eu des vies difficiles, qui avaient aussi, qui sortaient aussi de l'ADAS. Voilà, anciennement, c'était l'ADAS avant d'être l'ASE. Et voilà, ce que j'ai constaté, c'est que dans toutes les ordonnances que j'ai pu lire, c'était vraiment, mais pour vraiment c'est sans preuve avérée et surtout mais pour des fusions et des manques de cadres, des sous-poids, surpoids, des phobies scolaires, des retards scolaires et ça prend des proportions et des dimensions voilà où on détruit le lien avec les parents. Ça me paraît aberrant. Même ce que j'ai pu constater, c'est que parfois les vrais parents maltraitants, ils avaient plus de droits que des parents où on avait vraiment du mal à avérer cette maltraitance. C'est ça, c'est comme si dans ce système, les parents maltraitants, bah, pour eux, c'est facile d'avoir des liens, de voir leurs enfants, et comme si les parents qui n'avaient pas vraiment de justification pour pas les voir, eh ben, on essaye de détruire ce lien pour donner raison à la déraison finalement de la destruction de ce lien. C'est un peu ce qui s'est passé dans mon histoire et c'est un peu ce qui se passe dans toutes les ordonnances que j'ai pu lire. Pour finalement épuiser le parent, et puis détruire ce lien car ce qui va se finaliser, c'est que l'enfant ne veut plus voir ses parents, puisque en plus derrière on lui explique bon bah écoute tu vois tes parents bah ils sont pas venus, il y a vraiment quand même des choses où on annule la visite médiatisée. Et ce qui sera expliqué à l'enfant, c'est que le parent n'a pas pu venir. En fait, on essaye de détruire ce lien. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma situation. C'est que quand j'ai cette suspension de 3 mois, cette suspension, elle durera au-delà de l'audience de juillet. Pour que Marine, elle ait cette absence jusqu'à la prochaine audience de juillet. Pour que du coup, elle arrive et qu'elle m'en veuille. Et qu'elle a un manque depuis 9 mois de sa maman. Et c'est ça le but, c'est de détruire ce lien pour qu'au bout d'un moment, ça soit l'enfant qui n'ait plus envie de voir son parent parce que ben, c'est un manque qui est insupportable. Donc pour lui, oublier son parent, c'est parfois plus difficile que d'accepter ce manque-là. Vous savez, si j'ai sorti ce livre de Virginie Despaux, c'est parce qu'elle parle de l'éducation sexuelle et des changements de mœurs. Il faut rappeler qu'une institution qui est dirigée accessoirement par quelqu'un qui a commis des crimes dans son pays et qui s'appelle Tedros Ghebreyesus et accessoirement financé à 2 tiers par Bill Gates
eh bien, travaille depuis quelques années sur l'éducation à la sexualité et notamment à l'école et dès le plus jeune âge, dès la maternelle où on apprend des positions limites du Kama Sutra à nos chers bambins au lieu de leur apprendre à lire, écrire et compter. Et si je raconte ça, c'est parce que la DAS, ou des gens, je pense à Jean-Luc Lahaye par exemple, qui est allé à la DAS quand on sait maintenant les affaires qu'il a pu avoir de mœurs malgré le fait qu'il soit un artiste, etc. Ou encore l'ASE, on a changé les termes mais on n'a pas changé le mode de fonctionnement. Et donc après tout ce que j'ai pu entendre, moi je regarde un peu autour de moi et ce qui était intéressant dans votre vidéo de 16 minutes, ce qui m'a interpellé aussi, c'est le fait que vous ayez fait la part des choses, ce qui n'est pas souvent le cas quand on parle de ce sujet. On se concentre que sur ce qui est négatif et pas le positif. C'est pas pour défendre l'ASE, mais dans tous les placements qui existent en France, il y a des placements qui sont nécessaires. On a des parents qui sont alcooliques, qui tapent leurs enfants, qui sont maltraitants, voire même qui les incestes, la pédocriminalité en famille, ça existe aussi. Et donc, il est nécessaire aussi que les enfants soient à l'abri de tout ça. Et ce que j'ai apprécié dans votre vidéo, c'est que vous avez dit que, par principe, vous n'étiez pas contre les placements d'enfants parce qu'il y a des situations qui l'exigent malheureusement. Et je voudrais qu'on en parle aussi parce qu'on a tendance à penser que sur tous les placements, ils sont forcément abusifs. Il y en a aucun qui, et ça, je m'inscris en faux parce que je connais aussi des familles d'accueil autour de moi qui font très bien leur boulot, où les enfants sont très heureux parce qu'ils étaient dans des familles où la mère, elle était complètement dépassée, elle était à la fois alcoolique, droguée, elle sortait de prison, ce genre de choses, et il était nécessaire que l'enfant soit protégé. Parfois, c'était des familles recomposées, ça se passait pas forcément bien, et les familles d'accueil que je connais, eh bien, il y a une relation harmonieuse, il y a des règles, il y a un cadre, etc. Et donc, je voudrais aussi qu'on leur rende hommage parce que forcément, ils ont mauvaise presse quand on parle de ce genre de sujet. On dit toutes les familles d'accueil sont des salopards, ils sont là que pour le pognon, ils gagnent pas forcément énormément. Moi, j'en connais qui gagnent que 800 euros par mois, mais voilà, je voudrais qu'on nuance un petit peu ça parce que c'est important de montrer qu'il n'y a pas que le verre plein ou que le verre vide, mais qu'il y a aussi un juste milieu. Oui, mais en tout cas, moi, je voudrais parler quand même de ces familles d'accueil. Moi, j'ai rencontré des super familles d'accueil et elles sont venues vers moi suite à mes vidéos. J'ai quand même rencontré des éducateurs, plein de gens qui sont venus vers moi me parler de tout ça. C'est pour ça qu'après, j'ai fait des vidéos pour expliquer quand même le business de tout ça, puisque j'en ai bien compris l'intérêt derrière toute cette machination et cette maltraitance. Il y a des familles d'accueil qui savent même pas, qui connaissent pas l'origine du placement de l'enfant. En fait, ils sont pas du tout au courant. Et il y a quand même des familles d'accueil qui ont du mal à communiquer avec l'ASE parce que c'est l'ASE qui gère les familles d'accueil. Alors dès qu'elles demandent de l'argent pour des vêtements ou faire des activités, l'ASE refuse. Enfin, il y a vraiment des familles d'accueil qui essayent de travailler vraiment pour le bien-être de l'enfant et qui vraiment ont du mal à travailler avec l'ASE pour justement obtenir le bien-être de cet enfant. Donc voilà, moi je le redis, je suis pas contre les placements. Il y a des foyers qui sont très bien, il y a d'autres foyers, je n'en parle pas parce que c'est vraiment une catastrophe. C'est comme tout, il y a des cons partout, il y a des bons partout. Vous savez, c'est comme dans la police, on dit les violences policières, on dit que les policiers sont tous des salauds et des fachos. Bon, non, il y a des policiers qui font leur boulot. Après, quand vous avez un système, quand vous avez une hiérarchie, c'est bien facile de parler de désobéissance civile. Quand on a des fois des contraintes qui dépassent l'entendement, le problème c'est que les gens ne voient que à travers les écrans et à travers les témoignages et l'orientation idéologique. Et je voudrais encore une fois rappeler que non, contrairement à ce que certains disent en commentaire, tous les placements ne sont pas abusifs. Déjà parce qu'il faut savoir ce qui se passe derrière chaque famille. Et je me suis permis de vous poser la question parce que pour moi, votre histoire, elle commence pas en 2018, elle commence avant. Parce que le terreau familial, c'est d'abord et avant tout ça la base. Et ensuite, il y a eu des failles, il y a eu des fautes, il y a eu des choses anormales, délictuelles qui se sont produites. Mais il faut bien comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ça s'appelle l'histoire. Sinon, on ne va nulle part. Et donc aujourd'hui, pour en revenir à vous, eh bien, on était sur la chronologie. Donc la première grève de la faim au Puy-en-Velay en décembre 2018 pendant 10 jours. Et après, qu'est-ce qui se passe donc pour Marine les années suivantes? Alors après, donc on passe en audience au mois de juillet. Je n'ai pas vu ma fille depuis cette suspension. Donc voilà, donc la juge décide de nous octroyer 4 conversations téléphoniques et à la suite de ces conversations, nous donnera des droits ou pas. Donc on a 4 conversations téléphoniques.
que je médiatise. Hein. Enfin, je suis avec toujours les gens de l'association pour le bonheur de Marine, donc accompagnée de tierces personnes qui ont fait à chaque fois des attestations et des comptes rendus. Donc, elle estime, Madame Seki, toujours cette Madame Seki, responsable de l'ASE, qui estime que les conversations se sont bien passées. Donc, elle fait un rapport qui aboutit à 1 heure de visite par mois. Voilà. Donc, normalement, on doit se voir 1 heure par mois avec ma fille. Les visites médiatisées ne sont pas mises en place, donc je fais une grève de la faim. J'obtiens, alors elle était rapide, hein, cette grève de la faim. Hein. Je suis restée juste toute une journée. Alors pareil, on est venu me voir pour que je rentre, pour que j'arrête, etc., etc., etc. J'ai dit de toute façon, je ne repartirai pas, je ferai pas comme la première grève de la faim. Je repartirai pas sans résultat. Je veux voir ma fille et je veux une date et je veux écrite et signée. Voilà. Donc du coup, je vois ma fille. Et puis après, malheureusement, on arrive au Covid, hein, donc là, je n'ai plus le droit de voir ma fille en visite médiatisée. Et puis après, je n'ai plus aucun droit pour voir ma fille, puisque la juge des enfants me donnera plus de droit du tout, du tout, du tout. Et je n'apparais même pas dans l'ordonnance. Voilà, je n'existe plus auprès de ma fille. Ma fille est confiée à son père, donc elle est placée chez son père. Et après, bon, maintenant j'ai des contacts avec ma fille réguliers qui est revenue vers moi. J'ai pu la voir puisque je suis allée la voir. En tout cas, je me suis toujours battue pour la voir. Quand elle était au foyer à 7 kilomètres, je klaxonnais tous les jeudis puisque j'allais faire un ménage qui était juste à côté, donc je me voyais pas lui faire un petit signe puisque j'avais aucun droit de communiquer avec elle. J'ai toujours communiqué avec elle. Je lui en fais envoyer des fleurs. Je dis aux parents vraiment, il faut insister de communiquer avec ses enfants et même aller à la sortie de l'école. Moi, j'ai toujours eu des très bons contacts avec les professeurs. Je suis allée les voir. J'ai osé puisque la peur, c'est quand même qu'on nous juge comme parents maltraitants, puisque l'école est au courant, hein, qu'on n'a pas de droit, etc. Donc voilà, moi j'ai toujours insisté et aujourd'hui le résultat, c'est que ma fille, elle pose pas mal de questions, je lui réponds et elle a repris confiance en moi malgré qu'on lui ait dit que si j'avais eu envie de la voir, et ben j'aurais fait autrement, que j'étais folle. Enfin, j'ai toujours apporté des expertises psychiatriques, hein, puisque je suis suivie par un expert psychiatre à la cour d'appel de Riom pour justifier quand même que je ne suis pas folle. Enfin, on a beaucoup dénigré sa maman et aujourd'hui elle reprend confiance en moi, on reprend confiance en nous toutes les deux et du coup on retrouve une complicité, non pas une fusion, hein, je tiens à préciser, une complicité. Voilà. Alors, Voilà. sans citer de nom, parce que ce n'est pas le but, mais souvent on parle des avocats, on parle du milieu de la justice. Alors, quel est votre regard depuis ces dernières années sur le milieu de la justice? Parce que souvent, et je tiens à rappeler que je ne suis pas un sauveur, que je ne suis pas Superman, parce que certains l'ont forcément oublié. Je fais du journalisme, je pose des questions, alors certains me trouvent dur, mais je ne suis pas complaisant avec mon invité quel qu'il soit, et même quand je déconne avec l'invité, je pose quand même des questions, parce que l'émotionnel doit passer après. Je suis désolé de le dire, et c'est pas contre vous Sandrine, mais il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants, parce que on sera regardé par des profils très différents de personnes, y compris peut-être par des politiques. Et donc, il faut bien comprendre que quand on fait une émission, n'importe qui est susceptible de la regarder, de partager et parfois de retourner contre moi ou l'invité ou les deux. Eh bien, les questions. Ça, c'est ce que les commentateurs n'ont pas forcément conscience à l'esprit. Après plus de 315 émissions, je commence à en avoir conscience. Donc, de ce fait, moi, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est sur le plan judiciaire. Déjà, j'ai remarqué quand même que vous avez fait 2 voire 3 grèves de la faim. Donc déjà, sur le plan, j'allais dire physique, voire mental et psychologique, il faut déjà avoir une force mentale d'acier. Et à titre personnel, je vous adresse tout mon courage parce que c'est quand même tout mon soutien aussi parce que c'est quand même incroyable. Et je pense donc à Karine Trapp qui nous regarde, qui a fait aussi des grèves de la faim. Mais la question que je me pose quand même, c'est pourquoi la grève de la faim? N'y a-t-il pas eu d'autres moyens malgré les démarches, de faire autrement qu'une grève de la faim. C'est-à-dire que, même si je comprends, hein, bien sûr, hein, la grève de la faim, je peux comprendre. Mais n'y a-t-il pas eu d'autres moyens, entre guillemets, autres que de se faire mal à soi-même, en quelque sorte, pour faire réagir l'opinion? Que ce soit, entre guillemets, des manifestations, je pense à Inda, encore une fois, qui a subi des gardes à vue encore récemment, qui elle est tous les samedis sur les places à Paris, etc., ou en province, pour lutter contre la pédocriminalité institutionnelle
entre autres à l'ASE. N'y a-t-il pas eu d'autres procédés, sans être naïf, mais parlons des pétitions, etc. Est-ce que vous avez tenté ces moyens-là aussi, ou est-ce que pour vous, la grève de la faim, quoi qu'il arrive, ça a été le dernier procédé où essentiellement vous étiez entendu? Alors, il faut quand même savoir que quand Marine est placée, je le redis, il y a une association pour le bonheur de Marine qui a été créée. Ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'est les gens du village. On a fait, je sais pas combien de manifestations. Vous pouvez aller sur mon Facebook, on a des photos. On a fait des soirées paella. On a fait des pétitions. On a vendu des gâteaux. On a essayé d'alerter. On a été un peu médiatisé d'ailleurs par la Tribune et puis la Commère, enfin l'éveil, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait vraiment pour essayer d'alerter sur cette situation. J'ai même rencontré la maire du Chambon, qui était quand même à l'époque juste le Chambon-sur-Lignon, là où Marine était placée, dans le 43, c'était juste la maman de Vauquier. Donc, elle me rencontre, elle accepte de me rencontrer, elle lit l'ordonnance de placement, et là, elle me dit, mais de toute façon, moi, ce que je lis là, c'est que la juge, elle vous aime pas. Voilà. Je dis, d'accord, enfin, moi, je suis pas son ennemie, on s'est jamais rencontré avec la juge, je vois pas comment elle peut ne pas m'aimer, puisque je lui ai jamais rien fait, je lui ai jamais fait de mal, on n'a pas été à l'école ensemble non plus, donc du coup, voilà, je sais pas vraiment pourquoi elle m'aime pas. Et je lui dis, ben voilà, ça me paraît léger quand même comme explication. J'aimerais franchement que vous interveniez et que vous puissiez m'aider, en tout cas, rentrer en contact avec le président départemental ou essayer de rentrer en contact avec la juge, justement pour qu'elle ait une autre vision des choses, puisque moi, je suis pas l'ennemi de cette juge. Enfin, on a écrit on a écrit à Vauquier, aux députés. Et donc, à chaque fois, la réponse, c'était la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Alors Vous ça, savez, la priorité de Wauquiez, c'est l'assistanat en ce moment. Alors, pour quelqu'un qui fait des dîners à 100 000 euros, forcément, votre cas, c'est presque secondaire pour des gens comme ça. Il faut penser que c'est 2027, cette année. Donc déjà, il faut... Pourtant, ça aurait dû, ce genre de situation, éveiller les consciences, puisqu'il y a quand même les municipales l'année prochaine. Alors, est-ce que le maire de votre village a été sensible à votre combat? À l'époque, c'était pas le maire d'aujourd'hui. Alors elle a carrément, elle a pas voulu me rencontrer du tout, et elle avait même fait un, un commentaire sur un journal comme quoi enfin voilà, enfin elle me dénigrait quoi. De toute façon, elle voulait pas me rencontrer et elle rentrerait pas dans aucun contact avec moi, quoi. C'était pas la peine que je vienne la voir, quoi. Voilà. Elle a jamais voulu m'entendre, ni m'écouter, ni me recevoir, ni recevoir l'association qui m'accompagnait. Voilà. Elle voulait pas prendre parti. Alors, durant le Covid, parce que on oublie souvent qu'il y a eu quand même un monde qui a basculé en 2020, Oui. c'est-à-dire que Marine a été enlevée 2 ans avant, enfin 1 an et demi avant, on va dire, décembre 2018. Comment ça s'est passé durant les phases de confinement, j'allais dire même de couvre-feu, quand c'était pas les attestations pour s'autoriser à sortir de chez soi, ou encore l'été, parce qu'il faut rappeler qu'en été, l'ASE ça fonctionne aussi, il n'y a pas de jours fériés ou de vacances scolaires ou quoi que ce soit, c'est du H24. Comment ça s'est passé durant cette période, on va dire 2020-2022, avec les règles politico-sanitaires? Alors déjà, je voudrais dire quand même que moi, j'étais femme de ménage, donc dans les banques et dans les entreprises, donc j'ai jamais autant travaillé, puisqu'il fallait que je nettoie les interrupteurs, les claviers d'ordinateur, enfin les lieux publics tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et beaucoup de mes collègues ne voulaient pas y aller, puisqu'elles avaient soit des enfants, soit des parents un peu âgés et qu'elles n'avaient pas du tout envie de les rendre malades. Donc j'ai énormément travaillé. J'avais aucun droit de voir ma fille. J'ai juste eu le droit d'avoir une visite médiatisée, encore une fois, juste là, à quelques jours avant l'audience. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai écrit au foyer pour dire que ma fille était asthmatique et qu'elle était en contact avec plein d'autres enfants et que pour elle, c'était extrêmement dangereux et que s'il lui arrivait quelque chose, eh ben, je me gênerais pas de médiatiser, en tout cas, enfin, de les attaquer et de médiatiser, puisqu'ils ont plus peur de la médiatisation que de l'attaque, puisque de toute façon, la justice défend l'État, l'État défend la justice. Enfin, tout est bien gardé, on a bien compris. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé, mis Marine chez son papa. Donc, moi, j'étais très contente
de ça et de pas la savoir enfermée avec des enfants toute la journée. Voilà. Donc elle a pu avoir un confinement chez son papa et je pense que ça lui a été quand même plus favorable et plus agréable. Voilà. Très bien. Alors, je fais un erratum parce que on me dit que Inda est en prison. Donc, j'ai une pensée pour Inda que j'ai reçue sur le plateau, je crois, il y a au moins 1 an de cela, dans une table ronde sur la protection de l'enfance, justement, où elle racontait son parcours. Voilà, donc l'émission, je rappelle, est dédiée à toutes les familles, mères, pères, parents, désenfantés suite à des placements abusifs, il faut le préciser. Et je voudrais avoir donc une pensée spéciale pour Méziane notamment, qui s'est suicidée il y a quelques jours, donc à Bergerac, pas très très loin de chez moi, et à tous les enfants qui ne sont plus de ce monde parce que ils n'ont pas, comment dire, ils ont été broyés par ce système, en réalité, de crime institutionnel. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Donc de ce fait, je vais pas être très long avec vous, Sandrine, parce que étant donné votre état physique avec la grève de la faim, je vais essayer d'être assez bref. Donc, on va finir l'émission assez tôt. Ça fait presque déjà 1 heure qu'on est ensemble. Mais en tout cas, je vous remercie de prendre le temps et de puiser dans vos énergies pour nous raconter tout cela. Merci au public de répondre présent et de partager à fond l'émission parce que c'est surtout aussi pour les autres parents concernés. C'est-à-dire que j'imagine que depuis votre appel concernant la grève de la faim, vous avez dû recevoir des milliers de messages de gens dans votre situation, et y compris ceux qui ne le sont pas. Oui, oui. De toute façon, j'ai toujours reçu beaucoup, beaucoup de messages depuis que je fais des vidéos et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de faire des vidéos pour dénoncer ce système parce que moi, ça me paraît quand même, c'est un système qui marche à l'inverse du bon sens et c'est d'ailleurs pour ça que on en arrive à la grève de la faim, puisque j'ai essayé de monter une association d'intérêt public, puisque avec Mathieu, un ami, on avait l'intention de monter une association d'intérêt public pour essayer d'aider les parents. Parce que quand on arrive dans ce système, on n'est pas au courant des vices de procédure, des vices de forme, on n'est pas au courant de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Entre guillemets, je n'ai pas la vérité, je détiens pas la vérité de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. En tout cas, essayez de tourner vers un expert psychiatre qui n'est pas affilié à tout ça, puisqu'il va se mettre du côté de la justice. Et alors, si on a une expertise psychiatrique qui est à tort pour nous, c'est même pas la peine d'essayer de faire appel et c'est même pas la peine d'essayer d'aller en cassation. Donc, moi, je connais des experts psychiatres qui font des expertises qui sont vraies sur les parents. Il faut essayer aussi de faire suivre son enfant. Enfin, il y a quand même, on avait fait un business plan de 18 pages pour essayer d'aider les parents. En tout cas, on voulait faire une association d'intérêt public parce que tout ça, ça coûte énormément cher. Donc, je suis allée voir des élus pour essayer de leur démontrer l'intérêt de cette association et de nous aider, en tout cas, à essayer de les aider. Et en plus, de décharger la justice puisqu'elle se dit trop surmenée. Donc, j'ai rencontré ces gens, j'ai échangé avec eux, puis ils me font attendre dans le couloir, et puis du coup, ils délibèrent et ils me disent que non, ils accepteront pas que cette association existe. En tout cas, elle sera pas d'intérêt public. Mais si elle n'est pas d'intérêt public, moi, je peux pas aider les parents, c'est pas possible. Donc, je leur demande pourquoi. Ils me répondent qu'ils n'ont pas à me répondre à cette question et que voilà, il faudrait que j'arrête de parler de ce sujet. Ils ont vu mes vidéos, etc. Ils sont bien au courant de ma situation. Sinon, à un moment donné, ça va mal se passer pour moi. Donc, je ressors, choquée. Je me dis, oh là là, mais... Bon, du coup, je suis têtue. Je redemande encore de rencontrer d'autres personnes parce que je me dis, je me suis pas adressée aux bonnes personnes. Donc là, pareil, je refais exactement le même discours. J'avais fait des photocopies de 18 pages de business plan qu'on avait fait, etc. Et donc là, même pas, il me faut ressortir. Hein. Là, ils me disent de toute façon, Madame Veuve, je crois que donc ils avaient déjà la réponse puisqu'ils me font pas ressortir pour délibérer. Et là, ils me disent de toute façon, je crois qu'on vous avait déjà prévenu. Et en même temps, vous allez finir vraiment par avoir des problèmes. Et donc, quelques jours après, je reçois un document où on me demande ma carte d'identité, mes fiches d'impôt, mes fiches de salaire, on me demande ma quittance de loyer, on me demande je sais pas combien de papiers. Et donc là, je me dis c'est peut-être le problème sur lequel, ce qui m'avait parlé quoi. Donc du coup, je renvoie tous les documents correctement. Et là, je me vois suspendre mes droits. Donc, je n'ai plus
au départ, je n'ai même plus d'allocation logement. Je n'ai plus, j'avais un petit complément à cette époque-là de RSA, j'avais que 80 €, j'en avais pas beaucoup, mais j'avais vraiment besoin de cette allocation logement. Je tiens à dire que j'ai toujours travaillé, mais vraiment entre les manifestations, les organisations de soirées, les rencontres que j'ai eues avec les parents, je me suis intéressée aux lois et aux droits, puisque à la fin, comme j'ai pas confiance à la justice, je fais mes conclusions moi-même, et en même temps, je continuais à travailler. Donc, voilà, je voudrais dire quand même qu'aujourd'hui, je réclame mes prestations sociales, mais j'ai toujours travaillé. Donc, suite à cette suspension, je voudrais aussi insister sur le fait que j'avais beaucoup de rendez-vous avec responsables, chefs, directeurs, avec la justice et tout ça, et que c'est pour ça que j'ai dû prendre un mi-temps, et j'ai travaillé dans les grandes entreprises et dans les banques, où je travaillais tôt le matin ou tard le soir, puisque avec tous ces rendez-vous, aucun patron n'aurait voulu me garder en tant qu'employé, hein. Voilà, c'est pas possible de m'absenter une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Voilà, c'était des rendez-vous qui étaient quand même récurrents. J'ai eu plus rendez-vous d'ailleurs avec eux que ce que j'ai eu rendez-vous avec ma fille, puisque j'ai pu voir ma fille 13h45 en 7 ans de placement. Enfin voilà, donc voilà, je me suis vue suspendre de toutes mes prestations sociales. Donc, je me fais virer, je passe au juge du contentieux, je perds mon logement. Après, on me rend mon allocation logement, mais je n'ai plus de logement, donc je ne sais pas qu'en faire. Et ce qui se passe par la suite, c'est que j'avais des petits contrats qui étaient à 7 km d'1 heure, de 2 heures, et je suis femme de ménage. Et du coup, avec le prix de l'essence qui a augmenté, je me suis dit non mais là, il me reste, j'ai plus rien, il me reste pas grand-chose, donc il faut que je réduise les frais, c'est parce que sinon je vais pas pouvoir y arriver. Donc j'arrête certains contrats de ménage. Et je me dis, mais je vais les récupérer. Je vais forcément les récupérer. Donc, j'essaye de rentrer en contact avec le département. Ceux qui font partie de l'association pour le bonheur de Marine, qui sont devenus des amis, essayent aussi de les contacter. Je contacte donc ce monsieur. À l'époque, il s'appelait Monsieur Thierry Dieris, le chef du service administratif et financier. J'essaye de le contacter, j'essaye d'aller le voir d'ailleurs, puisque je me mets devant le département en disant, voilà, je vais pas faire... je vais faire un sitting, quoi. Je vais le demander. En tout cas, je suis rentrée le demander s'il pouvait me rencontrer. On m'a dit non, il peut pas vous rencontrer. Et j'ai vu les grilles se fermer. Et après, j'ai dit, je vais l'attendre. Bon, du coup, après, j'ai dit, bon, Sandrine, c'est pas la solution, puisque personne venait me voir, etc. J'essayais avant de faire la grève de la faim, de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour essayer de récupérer. Et vous agrégez à d'autres collectifs peut-être déjà concernés, ça n'a pas fonctionné non plus? Non, je me suis pas tournée vers des collectifs déjà concernés par ces suspensions, parce que je savais même pas s'il y avait des collectifs qui existaient. Pour moi, je suis allée voir l'assistante sociale qui m'a dit, écoutez, on peut faire une demande de logements sociaux, mais avec ce que vous touchez, de toute façon, ça sert à rien. Mais elle l'a fait quand même. Donc, j'ai essayé de me tourner déjà vers les responsables, donc le département. Pour moi, c'était ça. Et j'ai écrit, alors je sais pas combien de fois, au tribunal administratif, en requête, en référé. Et voilà, soit j'avais des réponses pour dire que c'était pas... c'est le référé qu'on avait fait justement avec Karine Trapp, c'était pas urgent, quoi. J'avais perdu mon logement, c'était pas urgent, ma situation n'était pas urgente, et mes autres requêtes et référés que j'ai pu écrire, ils m'ont jamais répondu. En fait, voilà, aujourd'hui, je voudrais dire que si j'en arrive à faire cette grève de la faim, c'est pas par plaisir, parce que je sais que le maire doit me regarder, je sais que le monsieur Alain Sabi, directeur général adjoint de l'action sociale du département, doit me regarder, puisqu'aujourd'hui, il y a Jean-Philippe Labresse qui l'a appelé pour demander un rendez-vous pour demain, qu'il a refusé. Voilà, je sais que ces gens ne m'ont pas aidé, ne m'ont pas répondu à mes courriers, mais aujourd'hui, ils m'écoutent, certainement aussi le préfet, parce que, voilà, se dire si jamais elle meurt, c'est surtout leur notoriété qu'il faut garder, quoi. Vous n'êtes pas suicidaire? Aider les citoyens. Ah non, je ne suis pas suicidaire du tout. C'est juste que 7 ans de maltraitance judiciaire, administrative et associative, j'arrive au bout. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un logement, j'ai besoin d'accueillir ma fille, voilà, parce que c'est important. Ma fille veut venir, veut pouvoir venir chez sa maman, habiter avec sa maman. Donc j'ai vraiment besoin d'un logement, de récupérer ses prestations sociales. Je peux pas vivre dans un monde où les lois et les droits ne sont pas respectés. Je suis fatiguée de ça, vraiment fatiguée, et je ne peux pas avancer. J'ai entendu tellement
tellement de témoignages de parents qui se font maltraiter par ce système. Aujourd'hui, je suis fatiguée et j'ai besoin de rencontrer soit Monsieur Tesner, qui est parti en vacances, le chef du service administratif et financier, qui ne me répond pas, ou qui en plus, quand je l'ai au téléphone, ment en disant que j'ai pas envoyé tous les papiers, alors que finalement, quand je lui dis que j'ai les photos, admet que j'ai envoyé les papiers, mais peut-être trop et certains pas. Enfin bref, à la fourberie de Scapin. Aujourd'hui, Monsieur Alain Sabi, que Jean-Philippe Labrèze a eu au téléphone, apparemment, c'est plus les relevés de compte qui manquent parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux relevés de compte. Ça serait des documents qui manqueraient, mais lesquels on n'en sait rien. Donc moi, pour que j'arrête cette grève de la faim, c'est clair. Soit je rencontre Monsieur Alain Sabi, soit je rencontre Monsieur Tesner. Je veux savoir pourquoi on m'a enlevé mes prestations sociales, injustement, illégalement. Il faut savoir que quand même ça a eu des conséquences incroyables parce que j'ai perdu mon logement. J'ai perdu le droit de défendre le fait que je voulais récupérer mon enfant. Comment je peux aller à la juge des enfants en disant rendez-moi mon enfant alors que j'avais pas de logement? Ces gens se rendent pas compte du mal qu'ils font. C'est quand même incroyable. J'ai vécu 2 ans dans un camion sans chauffage et sans eau chaude. C'est quand même inadmissible qu'on laisse les gens comme ça dans cette galère. Si aujourd'hui je décide de faire cette grève de la faim, c'est pour trouver des solutions, mais pas qu'on arrête de me dire qu'il manque ça comme document ou ça comme document. En fait, à chaque fois, on me ment et à chaque fois, on attend quoi pour me rendre ma dignité et avoir une vie normale. Aujourd'hui, je veux un logement à Tence, je veux récupérer ces prestations sociales, je veux prendre des contrats à Tence, puisque j'ai des contrats de travail que j'ai envie d'avoir, mais je peux pas les prendre puisque mon camion, il est à 20 km de Tence pour pouvoir le brancher, essayer de mettre un radiateur, mais c'est un cauchemar. Ça fait 2 ans et demi que je vis un cauchemar. Aujourd'hui, j'ai besoin de reprendre une vie normale. Voilà, normale. Je voudrais dire quand même que je ne suis pas folle. J'ai un certificat médical pour dire que je vais très très bien. Voilà, je tiens à signifier, puisque je sais que Monsieur le maire a pu signifier que j'avais un problème mental. Je voudrais quand même dire à Monsieur le maire qu'il est quand même assez gonflé, parce que depuis le début, il y a la loi Dallot. Moi, je suis allée chercher quand même mon attestation de domiciliation. Ça veut dire que je dois justifier que je suis SDF. Donc, ça veut dire que je dois aller voir le maire. Bon, ce document, vous le verrez pas, qui est signé par le maire. C'est une demande d'élection de domicile. À chaque fois, je dois demander ce papier chaque année. Est-ce que ce maire a fait quelque chose? Est-ce que ce maire, avec la loi Dallot, m'a logé, a trouvé un logement d'urgence? Non. Je lui ai même demandé de l'électricité pour que je puisse garer ce camion à Tence, pour que je puisse prendre des contrats. Il m'a interdit à l'électricité. Aujourd'hui, je suis outrée de cette situation, comme je suis outrée de toutes les situations que j'ai pu entendre. Je ne comprends pas qu'on puisse vivre dans un monde déshumanisé. Et moi, je ne continuerai pas à vivre dans un monde déshumanisé. Alors, si je dois être l'exemple, parce que si jamais je meurs de tout ça, je sais que ça fera du bruit. Et je sais que mes amis, que ma famille vont faire du bruit. Et si je dois être l'exemple pour que les choses changent, je serai l'exemple, malgré tout l'amour que j'ai pour ma fille. Je suis en contact avec ma fille. Elle sait très bien la grève de la faim que je suis en train de faire, les risques que je prends. Elle sait très bien tout ce que je fais. Et aujourd'hui, ma fille, je dirais pas qu'elle me soutiendra jusqu'au bout. En tout cas, aujourd'hui, elle me soutient. Et elle aussi, elle a envie que j'ai un logement pour pouvoir l'accueillir. Donc aujourd'hui, je veux que ces gens viennent me voir, je suis en capacité de venir les voir. J'ai demandé des rendez-vous, je n'ai jamais obtenu de rendez-vous ni avec Monsieur Tesner, ni avec Monsieur Alain Sabi. Je comprends pas comment des gens sont outrageusement payés pour être derrière un ordinateur, sans voir les gens, sans rencontrer les gens et suspendre leurs droits avec les conséquences que ça peut avoir sur leur vie, sur la vie des gens. Comment ces gens peuvent vivre comme ça et être payés pour détruire la vie des petites gens. Le RSA, c'est 500 € quand on connaît enfin, je sais pas, les évadés fiscaux, quand on connaît toutes ces associations de foyers qui détournent des fonds publics. Un enfant placé, ça coûte entre 300 et 600 € par jour. Mais où vont cet argent? Où va cet argent? Quand on voit le résultat, je le redis, il faut aller lire ces rapports où 70% des enfants qui vont sortir de là, soit sont SDF, soit sont
prostituées se prostituent, tombent dans l'alcool, dans la drogue, sont sans formation professionnelle, ont des carences affectives extrêmes. Pour se reconstruire, c'est extrêmement compliqué. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je ne peux plus vivre dans un monde comme ça. Je le dis, je ne continuerai pas. Si moi, aujourd'hui, je veux aider ces gens. De toute façon, cette association, si jamais je retrouve une vie normale, je veux trouver une solution pour les aider. Mais je veux sortir de cette galère. Ou sinon, je veux être, je sais pas, moi, je sais que quand je suis allée voir des éducateurs, il y a une éducatrice du foyer mater avec qui j'ai échangé, mais elle a démissionné. Après m'avoir écoutée, elle a démissionné. Elle a dit, mais moi, c'est trop difficile pour moi. Je ne veux plus travailler. Je ne veux plus travailler dans ce système que je ne comprends pas. Aujourd'hui, il faut que ces gens ils prennent conscience que leur notoriété, leur ego, mais ça a des conséquences incroyables derrière. Tout ça pour des plaisirs éphémères. Ces gens, ce chef de service, il touche entre 40 et 50 000 euros par an pour détruire la vie des pauvres. Puisque quand on touche le RSA, on ne peut pas prétendre avoir... Mais je sais pas de quoi il m'accuse. Franchement, si j'avais détourné de l'argent, est-ce que je serais SDF aujourd'hui? Mais c'est incohérent. Surtout qu'ils connaissaient mon parcours. Ils savent très bien que j'ai dépensé je sais pas combien avec les avocats, les recommandés, mais tout. Mais combien ça m'a coûté? Je travaillais pour sortir ma fille de là. Comment je peux avoir de l'argent? Enfin, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi aujourd'hui ils m'ont enlevé, suspendu de mes droits et je sais même pas non plus pourquoi ils me les rendent pas. C'est quand même incroyable. En Alors, tout cas, parce que la question revient en boucle. Alors, au niveau des avocats, est-ce que vous en oui, avez eu ou pas? oui, j'ai eu des avocats que j'ai payés parfois très cher. En tout cas, même la première avocate j'ai pas payé puisque j'avais l'arrêt juridictionnel, qui n'a pas passé le contradictoire à la partie adverse, alors que bon, quand même, c'est la première chose qu'on apprend quand on est avocat. C'est que voilà, on passe les pièces à la partie adverse. J'ai eu un autre avocat, voilà, je citerai pas son nom, l'avocat marseillais, bon, qui n'est pas venu à l'audience de la cour d'appel. Bon, après, je me suis tournée vers d'autres avocats. Bon, bah, c'est une déception, hein, c'est une déception, voilà, je sais pas à quoi servent ces avocats. En tout cas, dans tous les dossiers que j'ai pu lire, ses parents dépensent énormément d'argent en frais judiciaires et pour un résultat qui est quand même catastrophique. Alors, faut savoir quand même que quand on perd son enfant, qu'on doit aller travailler, qu'on continue à avoir une vie sociale, hein, parce que c'est pas facile, hein, parce qu'autant vous dire que voilà, il y a des gens du village qui me soutiennent, il y a des gens du village qui n'ont pas envie de se mouiller dans cette histoire. Donc le regard des autres quand même est difficile à affronter tous les jours. Et je sais plus où c'est que je voulais en venir par rapport à ça, Non, pardon. non, Je suis désolée. on parlait des avocats, mais pour rebondir, Sandrine, si je peux me permettre, Oui. il faut bien comprendre une chose parce que moi, j'ai Oui, jamais bien, voulu. juste, je vous coupe je Vas-y, finis, j'ai vas-y. retrouvé. Et ben que la déception d'un avocat, c'est quand même horrible parce qu'on met tout son argent, tout son espoir dans quelqu'un qui nous promet de récupérer notre enfant et que voilà, quand on doit continuer à vivre et qu'on espère, mais le désespoir, il est immense. Et moi, tous ces parents, ils ont été détruits parfois par les avocats, justement, parce qu'ils espéraient tellement, ils ont mis tout leur espoir dans ces gens-là, que quand ils ont vu leur dossier, ils ont dépensé énormément d'argent, ils ont tout rassemblé, ils ont essayé de trouver de l'argent, tout ce qu'ils pouvaient. Et là, ces gens, j'ai rencontré des parents qui sont tombés suite à ça, qui sont tombés, qui sont devenus dépressifs et alcooliques. Et ces gens-là, maintenant, ils reconnaissent que c'est même plus la peine de leur rendre leurs enfants puisqu'ils sont plus en capacité mentale ni physique de récupérer leurs enfants. Je voudrais quand même dire les dégâts que ces avocats font parfois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Alors, pour finir cette émission, comment peut-on vous aider? J'allais dire vous chercher un logement. Est-ce que, entre guillemets, vous avez besoin d'argent ou en tout cas, comment dire, est-ce qu'une cagnotte a été créée? Parce que j'ai vu qu'il y avait une cagnotte qui avait été créée mais que ça n'avait pas été validé. J'ai pas trop compris. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, on va dire au 30 avril quasiment 2025, après plus de 9 jours quasiment de grève de la faim? Quelles sont les actions potentielles à mettre en place? Alors déjà, je voudrais dire que samedi, il y a un rassemblement de soutien qui se fait devant la mairie, 4390 Tence, justement où il y aura des micros qui seront disponibles pour ceux qui veulent s'exprimer et puis pour aussi montrer au maire qu'il a quand même une responsabilité puisque lui, il fuit la responsabilité, hein. Il me dit d'aller voir l'assistante sociale, ce que j'ai déjà fait.
Et même, il mentira en disant que le docteur Labraise lui a dit qu'il fallait que j'arrête la grève de la faim, alors que le docteur Labraise a démenti ça en disant qu'il lui, il a jamais dit qu'il fallait que j'arrête la grève de la faim. Il a juste regardé si j'allais bien. Il m'a dit que je pouvais continuer et voilà, aller jusqu'au bout. En tout cas, il me juge pas et il comprend justement mon combat et il me soutient dans celui-ci. Voilà, déjà, il y a ce rassemblement samedi. Et puis, je sais pas, bien sûr que peut-être, mais ça serait quand même triste d'en arriver là. Moi, c'est pas comme ça que je voudrais sortir de ce dossier, mais enfin de cette situation dramatique. Mais c'est vrai qu'il y avait l'idée qu'il y ait une cagnotte qui soit en ligne et que du coup, ben, on puisse me trouver un logement et que je puisse prendre des contrats et que j'ai plus besoin des prestations sociales. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Et en tout cas, moi, ce que je veux aujourd'hui, je ne partirai pas, j'arrêterai pas ma grève de la faim tant que j'aurai pas rencontré Monsieur Tesnière ou Monsieur Alain Sabi. Je veux rencontrer ces hommes face à face et je veux comprendre pourquoi. Je veux et je veux discuter face à face avec eux et trouver des solutions ensemble, mais d'humain Et, à humain et pas et derrière un bureau. Voilà. et s'il refuse de vous rencontrer, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je n'arrêterai pas. D'accord. Est-ce que je peux laisser votre adresse mail? Oui, D'accord. Je préfère poser la question avant. Donc, je laisse sandrine.vol@protonmail.com. oui, c'est ça. Alors, je laisserai dans le lien de description de toute manière. Euh, j'ai comment dire, j'ai fait une faute de frappe, donc je vais le remettre. Sandrine.vol@protonmail.com. Donc, si vous voulez contacter Sandrine, ne serait-ce que pour lui apporter votre soutien, si certains ont un logement ou quoi que ce soit. Enfin là, c'est une situation urgente, donc quel que soit le positif que vous pouvez lui apporter, faites-le. Alors l'histoire des cagnottes, ça me dépasse un peu parce que je ne sais pas si il va y en avoir une ou quoi, que ce soit Litchi, Tipeee ou autre. Mais voilà, s'il y en a une, on la relaiera aussi. Voilà, en tout cas, vous pouvez contacter Sandrine si après l'émission et Je voudrais essayer juste de te lui dire, je voudrais juste te dire que je n'ai pas besoin, je cherche pas un logement en dehors de Tence puisqu'on m'en a proposé sur Facebook, enfin plein de fois, enfin voilà, il y a plein de commentaires où on m'invite chez soi. Je ne cherche pas à être logée chez qui que ce soit. Je cherche un logement à Tence. Je veux vivre à Tence et je veux une chambre pour ma fille. Je ne veux pas, voilà, si on me propose un logement à Tence, pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne veux pas un logement ailleurs. Mais de toute façon, je n'arrêterai pas ma grève de la faim tant que je n'aurai pas rencontré Monsieur Tesner ou Monsieur Alain Sabi. Ça, c'est clair et net pour moi. Je veux échanger avec ces êtres humains et je veux avoir une explication et pouvoir essayer de trouver une solution ensemble, mais pas d'interprète à interprète. Ce Monsieur Tesner, c'est ce chef qui m'a suspendu. Alain Sabi ne veut pas me rencontrer pour essayer de trouver des solutions. Moi, je n'en demanderai pas. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Il y a d'autres parents aujourd'hui qui sont suspendus de leurs droits. Ils sont privés de leurs parents et en plus, on leur suspend de leurs droits. Mais en fait, on va s'arrêter où? On va s'arrêter quand? Dans la destruction humaine, c'est quand qu'on va pouvoir changer les choses? C'est quand on va pouvoir, qu'est-ce qui va faire qu'un jour, il y ait une étincelle pour que tout ça puisse être vraiment rediscuté? Quand on voit qu'il y a un colloque chaque année qui se passe, et ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se congratulent du bien de la protection de l'enfance avec des résultats aussi catastrophiques. Il faut savoir quand même que la France, elle a été condamnée par l'ONU. Et c'est des sommes extravagantes qu'on donne. Enfin, je veux dire, l'ASE aujourd'hui a une mauvaise image. La protection de l'enfance a une mauvaise image. Qu'est-ce qu'on attend pour faire bouger les choses? Et en plus, on nous suspend de nos droits, on nous met à la rue pour nous faire taire. Mais moi, je ne me tairai pas. Je veux rencontrer ces deux personnes, retrouver un logement et après recréer cette association. Rappelez-nous qui est Monsieur Tesnier et Alain Sabi pour qu'on puisse. Monsieur Tesnier, c'est le chef de service administratif et financier du département de la Haute-Loire, du Puy-en-Velay. Et Monsieur Alain Sabi, c'est le directeur général adjoint de l'action sociale du département. C'est son chef, quoi. Alors, les questions dans le chat, je remercie les auditeurs d'être nombreux. Vous êtes plus de 1000 en direct à nous suivre sur différentes plateformes. Où est le papa aujourd'hui? Comment va Marine? Enfin, des questions, j'allais dire basiques, mais importantes. Oui. Eh ben, le papa, il est toujours dans la Drôme.
Comment va Marine? Je peux pas trop parler de comment va Marine puisque là il va y avoir une autre audience au juge des enfants sans tarder puisque Marine a insulté l'éducatrice. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Marine ne va pas très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Marine a des problèmes de repères affectifs incroyables. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Elle est déscolarisée depuis la 4e. Voilà, Marine, c'est extrêmement compliqué pour elle de pouvoir évoluer normalement, si je puis dire, dans ce monde. Voilà. D'où l'intérêt et l'urgence de prendre un appartement et de pouvoir l'accueillir, l'aimer, la choyer, la dorloter. Et c'est vraiment ce qu'elle a besoin le plus, c'est de retrouver de l'affection. Voilà. Et surtout de la part de sa maman. Voilà. Je voudrais lui laisser un message. Marine, voilà. Je suis vraiment désolée, je te le dis souvent, de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sortir de là. Voilà, aujourd'hui, si je peux pas t'offrir une chambre et que tu viennes chez moi, c'est que voilà, on s'acharne pour me faire taire parce que il y a un système quand même déshumanisé tout autour de tout ce que tu as vécu et pas que pour toi, pour plein d'autres enfants et des parents qu'on détruit pour plus jamais qu'ils puissent récupérer leurs enfants. Je voudrais juste te dire que ce système, moi, j'ai essayé de le dénoncer, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le dénoncer et par ma grève de la faim, je continue à le dénoncer. Et que voilà, tout ce monde, c'est pas de ta faute s'il est comme ça. Toi, t'y es pour rien. Tout ce que t'as vécu, c'est vraiment pas de ta faute. Et t'es super courageuse, t'es super forte. Vraiment. Je suis très fière de toi. Je t'aime vraiment énormément. Je t'embrasse très fort, ma puce. Merci Sandrine pour ce témoignage. On pense très fort à Marine, bien sûr, et à toutes les victimes concernées comme elle. On va en terminer là pour cette émission. Voilà, donc je mettrai votre adresse mail en plus du lien pour diffuser au maximum l'émission. Bien sûr, n'hésitez pas à partager l'émission, ne serait-ce qu'aux institutionnels du département 43, ce que je ferai de mon côté, aux différents confrères aussi, que vous soyez aussi sollicités par des confrères qui ont plus d'audimat que moi, pour faire connaître votre combat et puis aussi celui des parents anonymes et qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer comme vous pouvez le faire ce soir. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Faites attention à vous quand même. Ne vous tuez pas pour ce système, il ne le mérite pas. Pensez à votre fille aussi. Ça, c'est le conseil personnel que je vous donne, même si je comprends votre grève de la faim. Ne vous mettez pas en danger. Voilà, prenez soin de vous. Je sais qu'il y a des gens qui vous entourent. Buvez, hydratez-vous régulièrement. À la rigueur, faites comme Coluche lors de sa grève de la faim en 80, il mangeait une banane de temps en temps, ça lui a permis de survivre. Voilà. Mais en tout cas, vous avez tout mon soutien, à titre personnel bien sûr, sinon j'aurais pas fait cette émission ce soir. Mais les circonstances l'exigeaient et j'espère qu'elle vous sortira de ce merdier, vous et les familles concernées. Voilà. Merci de m'avoir invité, merci. Je vous en prie Sandrine. Je vous souhaite un bon courage et tenez bon, on est avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Pour les auditeurs, je vous donne rendez-vous demain à 19h. On fera une émission sur les électro-hypersensibles avec Charles-Maxence Laillé, avec l'association Zone Blanche. Donc, je vous donne rendez-vous demain. En attendant, Sandrine, bon courage et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Très